Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci d'être avec nous sur la première. Voici les titres de votre journal local et régional de ce mercredi 24 janvier 2018. Le budget global, le Congrès l'a voté hier soir, un budget en équilibre adopté à la majorité, mais les collectivités vont devoir se serrer la ceinture. La pollution aux algues du côté du Sheraton d'Eva, les opérations de nettoyage ont commencé. Les défenseurs de l'environnement pointent du doigt la structure hôtelière. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie et le bagne. Depuis 2 mois, l'association Témoignages d'un passé propose une visite guidée de ces lieux qui racontent l'histoire de la transportation. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous en parlions. Hier soir, le Congrès a voté le budget global 2018 de la Nouvelle-Calédonie. Un budget adopté à la majorité, le budget propre du pays, celui destiné aux communes et aux provinces et celui des organismes publics apparaissent finalement contraints. On fait le point avec Dave Weonasson et Michel Bouillet. 2 mois que les administrations attendent ce feu vert. C'est fait, le budget global de la Nouvelle-Calédonie a été voté par le Congrès. Le gouvernement dispose ainsi d'un budget propre de 65 milliards de francs. Les provinces et les communes auront 120 milliards et les organismes publics disposent de 69 milliards. Un budget équilibré mais serré au vu de la baisse des recettes fiscales. 2 caractéristiques, donc un soutien confirmé aux entreprises avec une section d'investissement qui a été maintenue à des niveaux très importants et puis une maîtrise de nos dépenses, de nos frais de fonctionnement, de la collectivité en tout cas, qui permet là aussi de soutenir l'économie calédonienne. Le budget propre de la Nouvelle-Calédonie consacre 9 milliards de francs aux investissements. Le groupe Uni a voté pour ce budget, mais souhaite plus de contributions de la part des établissements publics notamment. C'est de revoir des établissements publics que nous avons mis en place à un certain moment de fiscalité intense comme nous l'avons indiqué. Est-ce qu'ils se justifient toujours aujourd'hui ? Puisqu'il y a, on a pu le constater, des services qui exercent des mêmes missions que des établissements publics. Donc il faudrait qu'on fasse un peu le ménage. Pour le budget propre de la Nouvelle-Calédonie, abstention de l'Union calédonienne. Pour l'UC, ces arbitrages budgétaires ont été faits sans concertation avec les indépendantistes. Pour la préparation de ce projet de budget 2018, nos ministres qui siègent dans ce gouvernement n'ont pas été très sollicités ni impliqués dans la préparation de ce budget. Ils n'ont pas pu faire valoir, disons, l'ensemble des projets qui étaient les nôtres. Un budget en équilibre, grâce notamment au prélèvement de 4 milliards sur les fonds propres de l'OPT. De l'irresponsabilité, affirment les républicains calédoniens qui ont voté contre ce budget primitif. La politique nationaliste et budgétaire de Cahiers Ensemble nous amène au crash budgétaire parce que, si vous voulez, on va chercher dans les réserves des établissements publics, on pille l'OPT à hauteur de 4 milliards pour cacher le fait qu'on est en déficit et qu'il n'y a eu aucune économie de charge sur le fonctionnement courant. La masse salariale, elle a explosé puisqu'on est passé de 14,5 à 16 milliards. Le budget global de la Nouvelle-Calédonie voté, les communes et les provinces vont pouvoir financer leur politique publique. Notre dossier du journal avec un retour sur la pollution aux algues du côté du Sheraton d'Eva. Vous le savez, plusieurs kilomètres de plage sont contaminés par une pollution organique ou minérale. Les opérations de nettoyage ont commencé. Les défenseurs de l'environnement pointent du doigt la structure hôtelière. Sylvie Méhoun et Christian Favnek. Une marée verte déferle sur plus de 3 km de plage entre l'embouchure du Cric Salé et l'embouchure de la rivière d'Eva. Cette pollution aux algues a fait surface il y a une semaine, provoquant la colère et la crainte des habitants de Bouraï. Comme on est une tribu au bord de mer, et puis la mer c'est en premier lieu notre endroit pour pêcher, et demain si on est envahi par ce type de pollution, je pense qu'on va partir en conflit avec la province, quoi. Parce que c'est pas possible, faire du développement oui, mais pas n'importe comment, n'importe quelle condition. L'ampleur de cette pollution aux algues préoccupe les associations environnementales regroupées au sein du comité de gestion de la zone côtière ouest, chargé de surveiller cette partie récifale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles exigent plus de transparence des pouvoirs publics.
Lorsqu'on demande ces documents, lorsqu'on demande ces vérifications, ça met du temps, ou on ne nous les donne pas, ou on bute en touche. Donc on appelle à changer les modes de gouvernance, on appelle à plus de respect envers les populations locales, on appelle donc à un changement radical de la manière de gouverner notre pays. On ne peut plus tolérer ce qui se passe aujourd'hui. La prolifération de ces algues est générée par une quantité anormalement importante de phosphate et de nitrate contenus dans les eaux usées déversées dans la nature. Notamment pointée du doigt ici, la station d'épuration de l'hôtel Sheraton d'Eva et la fertilisation du green de son golfe. On parle de quantités d'algues qui ont proliféré avec certainement plusieurs sources d'engrais, de nitrate et de phosphate. L'explication de la steppe du Sheraton et du Golfe sont insuffisantes pour expliquer une prolifération aussi importante d'algues. Les ulves Cladophora, voici l'espèce qui a envahi le littoral de Poé. La lumière, la chaleur, l'apport excessif en nitrate ont favorisé leur développement. L'épisode se situe juste après de fortes pluies. On vient de traverser une période sèche relativement importante avec de très très fortes pluies qui ont eu un phénomène de lessivage sur tout l'arrière-pays. Cette zone, on la connaît à fort potentiel agricole, donc on peut se poser la question sur les pratiques agricoles, les pratiques également au niveau du golfe, de l'entretien des pelouses, des greens du golfe, etc. Mais également tous les rejets liés à la présence humaine, le fonctionnement des fosses septiques, le fonctionnement des stations d'épuration. Bref, ce sont un ensemble de sources de nitrate. Et il faut garder présent à l'esprit que tout ce qui se passe à terre, à un moment donné, atterrit dans le lagon. Depuis 2 jours, les services de la province sud procèdent au nettoyage de la plage. Les tonnes d'algues seront stockées non loin d'ici dans une ancienne carrière de sable. Un dispositif muni de plusieurs stations sera installé dans la zone pour mesurer l'augmentation de nitrate et de phosphate et tenter d'en connaître l'origine. Les agriculteurs en province nord, ils s'inquiètent du modèle de développement proposé pour répondre aux besoins alimentaires de la Nouvelle-Calédonie. Entre une agriculture très soutenue en province sud et des exploitations tout juste aidées dans le nord, ils estiment que l'action de la Chambre d'agriculture est à peine perceptible. Voyez ce reportage de Gilbert Assawa et David Sigal. Ça fait 15 jours que Jean-Pierre n'a pu entrer dans ses champs d'igname depuis l'arrivée de la pluie. Les herbes n'ont pas totalement envahi l'exploitation grâce à l'utilisation de films plastiques, une idée venue des Antilles appliquée ici malgré le scepticisme d'un ingénieur de la Décale. Système débrouille. Si aujourd'hui tu veux travailler, il faut y aller, quoi. Il faut la motivation, il faut l'initiative. Et puis je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas attendre les provinces ou autres. Si tu veux travailler, si tu veux gagner de l'argent par rapport à ton travail, vas-y, il faut foncer, quoi. Il ne faut pas attendre. Parce que la province, il faut attendre un an pour avoir la réponse. Voilà. Depuis 19 ans, Jean-Pierre produit des ignames sur les bords de la Tchamba. Il espère en récolter 40 tonnes cette année. En parallèle, il a développé une activité gîte et couvert. Ce matin, il reçoit pour un débriefing ses colistiers candidats à les dernières élections à la Chambre d'agriculture. Très commun, ils sont éloignés de tout. Jean-Pierre, sur le terrain, il a développé une machine pour planter les ignames. Mais il n'y a personne qui est allé voir, il n'y a personne qui est venu regarder. Et ils ont réfléchi parce qu'ils étaient confrontés au problème. Donc, comme tu disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas d'aide, il faut tout seul trouver la solution. Mais on n'a jamais fait d'article sur la machine que Jean-Pierre a mis au point. Il y a des aides susceptibles d'être attribuées par les demandes. Les citoyens payent des impôts, c'est aussi notre argent. Mais on ne l'a pas, c'est pas pour ça qu'on baisse les bras. On trouve d'autres solutions, on prête un peu plus. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Environnement favorable ou pas, les agriculteurs doivent composer avec les aléas climatiques comme à Temala sur la côte ouest. Sur des prés menacés par des remontées de sel, Poupoune élève du bétail depuis une 50aine d'années. Contre la sécheresse, les méthodes de travail héritées des anciens, comme la rotation rapide d'un run à l'autre, ou bien la plantation de bois noir importé de Haïti. Les gousses, les feuillages et les fleurs sont appréciés du troupeau. Quant aux éleveurs, on les entend très peu. Moi, j'ai été aidé par la province nord et puis par la région ouest de l'époque. J'ai jamais demandé autre chose que pour l'hydraulique. C'est ce qui coûtait plus cher, donc j'ai demandé des aides pour l'hydraulique. Le reste, je l'ai fait avec mes fonds propres, doucement. Mon père m'avait appris à travailler comme ça, et puis je crois que c'est encore la meilleure des méthodes. On n'est pas
avec cette méthode-là, on n'est pas à la merci des politiques. Avec une politique agricole propre à chaque province, les agriculteurs du Nord, avec leur lien particulier à la terre, souhaitent se rappeler au bon souvenir de la Chambre d'agriculture, la seule institution véritablement territoriale. Dans le Pacifique, la question des effets secondaires du nucléaire sur les enfants des Tuamotu. Un ancien pédopsychiatre de Polynésie affirme que les essais nucléaires auraient pour conséquence des retards mentaux. De son côté, le directeur du centre médical du suivi des vétérans réfute ces accusations. Voyez le reportage de Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Si cet article de notre consoeur Suliane Favnek a tant fait parler ce week-end, c'est qu'il évoque la possibilité que les petits-enfants de la bombe française ont pu être contaminés par transmission génétique. Le docteur Christian Sueur, pédopsychiatre, l'affirme. Dans les Tuamotu, de nombreux enfants seraient affectés par des cancers ou atteints de troubles psychologiques graves en relation directe avec l'exposition aux radiations ionisantes de leurs grands-parents. De quoi affoler la population dans son ensemble, et alors même qu'une ministre de l'Outre-mer débarque en Polynésie. Le docteur en question a passé 10 ans ici, il est reparti en France et il accuse l'État, les autorités militaires et le pays de laxisme. Il dit aussi qu'une étude scientifique en cours lui a été supprimée. Alors qu'on pouvait faire une première enquête sur cette question-là en France, alors que ça fait déjà plus de 10 ans que ça se fait ailleurs, eh ben ça s'est arrêté. Et que par contre, dans toute cette zone du sud des Tuamotu, on s'aperçoit que finalement la santé publique polynésienne ne s'intéresse pas à grand-chose. La chef de service de la DSEN s'inscrit en faux contre cette allégation selon laquelle elle aurait annulé cette étude. J'étais devant le fait accompli d'un projet de recherche qui comprenait différents partenaires. Donc Christian Sueur d'un côté et le docteur Furitsu, généticienne japonaise, d'un autre. J'ai dû prévenir cette docteure qu'il fallait d'abord que l'on cale une convention et quelle est ses autorisations pour pouvoir venir. Reste que les crédits pour cette étude de transmission générationnelle ont été reconduits pour 2018. Personne ne pourrait plus nier que les essais nucléaires aériens effectués en Polynésie ont été lourds et seront lourds de conséquences pour les populations. Il suffit de regarder les cartes officielles et notamment celles publiées par le Parisien. Mais le pays veut s'appuyer sur des données irréfutables. Voilà donc la position du pays, ne rien cacher, mais ne rien précipiter non plus. On termine avec l'histoire du bagne en Calédonie. Il a profondément marqué le pays. Depuis 2 mois, l'association Témoignages d'un passé propose une visite guidée de ces lieux qui racontent l'histoire de la transportation, découvertes et anecdotes sur les bâtiments du bagne, avec Caroline Antich-Martin et Claude Lindor. On va commencer la visite par une question. Pourquoi un bagne en Nouvelle-Calédonie ? Si tous les Calédoniens savent que nos villes abritaient autrefois un bagne, combien connaissent l'histoire exacte de ces lieux, de ces bâtiments ? Depuis décembre, l'association Témoignages d'un passé propose cette visite guidée 2 fois par mois. L'idée n'est pas de raconter toute l'histoire du bagne, mais celle des 22 000 transportés qui séjournèrent ici entre 1864 et 1931. Chacun avait son numéro de matricule. Donc on n'appelait plus le condamné par son prénom et par son nom de famille, mais par son numéro. Photos et anecdotes à l'appui, Camille déroule l'histoire des différents bâtiments. Cette grande maison qui abritait le directeur du bagne et sa famille, ce quai, dit quai de la Grue, où les bagnards déchargeaient les marchandises destinées à la colonie pénitentiaire, ou encore cette allée, autrefois appelée boulevard du crime. Et au bout de ce boulevard, eh bien, se trouvait la guillotine. Donc tous les condamnés devaient sortir des cases dortoirs, regarder le condamné marcher tout le long des dortoirs, et puis à la fin, il se faisait guillotiner devant tout le monde. Clou de la visite, l'ancienne boulangerie du bagne, seul bâtiment resté quasiment en l'état. Pour chauffer le four, eh bien, ils prenaient des bouts de bois qui étaient récupérés ici, sur Nouville, et les mettaient directement à l'intérieur du four. Donc ils faisaient chauffer le four pendant 1 semaine, le temps que le four soit à bonne température. C'est très bien de revoir un patrimoine comme ça qui est conservé. Et ce que le devenir aussi de la boulangerie, là, qui est très intéressant aussi, avec peut-être la base d'un futur musée. Ça nous fait du bien de revenir au passé et de se rendre compte que nous avons franchi les pas de toutes ces personnes, d'avoir un peu vécu ce qu'ils ont vécu à leur tour, la guillotine, l'allée des condamnés, enfin tout était parfait.
et à refaire. J'ai attendu trop longtemps pour le faire. La prochaine visite du 10 février affiche déjà complet, mais celle du 25 février est ouverte aux inscriptions. Avis aux amateurs d'histoire. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité demain matin en radio dès 6 h avec Isabelle Pelletier. Continuez bien sûr à nous suivre sur le web, Facebook et Twitter. Nous, on se retrouve demain dès 19 h. Très belle soirée à vous sur La Première. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.